Bonjour, donc aujourd'hui on est ensemble avec Monsieur Hauser pour une interview, votre futur métier, donc où le métier de Monsieur Hauser sera présenté. Voilà, alors je vais poser à Monsieur Hauser la première question qui est: quel est votre profil académique? Bonjour, mon profil académique est celui de psychologue clinicien. Donc j'ai été, diplômé en 2016 maintenant de cette faculté et voilà, j'avais une spécialisation, en tout cas une orientation, en systémique, hein, donc en thérapie, systémique. Voilà. Ok. Alors, où travaillez-vous actuellement? Alors actuellement, je travaille chez Berenscott, Belgium, qui est donc une antenne, hein, une antenne de Berenscott Group qui elle est évidemment, plus large et qui se situe, à Utrecht, mais nous, on est bien, en Belgique, à Bruxelles et donc voilà, pour vous situer, rapidement, c'est une entreprise de consultance en management et en ressources humaines. Donc très souvent, les 2 sont un peu liés. En tout cas, les ressources humaines peuvent toucher assez rapidement, à des questions de management et c'est là-dedans qu'on intervient. Ok. Alors, ben, quel est votre métier au sein de la société Berenscott? Alors moi, je suis consultant. Faut savoir qu'on a différents, types de consultants qui sont, divisés en niveaux en fait, hein, pour être clair et donc beh, on est dans les premiers niveaux, de responsabilité en termes de projet, hein. Souvent on a des différences, qui sont liées à la seniorité des consultants et qui peuvent aussi avoir, comme explication la nature des projets, leur ampleur, leur complexité, ce genre de choses et donc je suis consultant, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais, être, responsable de l'organisation, de l'exécution, du suivi et à la fin même du rapportage, qu'on appelle aussi reporting, de ces projets et alors j'ai d'autres casquettes, hein, donc étant psychologue de formation, je m'occupe de ce qu'on appelle des assessment centers et donc un assessment center, heu manière un peu vite brossée, c'est quoi? C'est tout simplement une évaluation de professionnels dans un contexte bien défini et avec un objectif qui est celui tout simplement de lister les compétences et c'est une évaluation de ces compétences par rapport à un descriptif de fonction que la société nous demande d'évaluer tout simplement. Ah oui, ok, merci. Donc, les missions principales de votre métier, en dehors de ce que vous venez déjà de signaler, je ne sais pas si vous pouvez peut-être, dans le cadre même de de la société Berenscott, Mmh réexpliquer vos missions principales. mh. Mmh. Alors chez Berenscott, vous avez différents, je veux dire différents, orientations. Je vais parler peut-être plus spécifiquement des miennes, mais pour vous donner une idée, ce que l'on retrouve ici chez Berenscott, ce sont des des projets qui sont liés à la partie qu'on pourrait appeler, recrutement, sélection, même si nous ne sommes pas recruteurs en soi. Ce que l'on fait, c'est qu'on intervient dans la partie recrutement, donc à savoir donc l'assessment center qui est à la fin de la chaîne du recrutement. Ça, c'est pour cette partie de recrutement. Vous avez des projets de classification de fonctions et donc ça rentre dans une autre type de dynamique RH, donc plutôt liée à tout ce qui est, politique salariale, politique de positionnement justement de ces fonctions. Et alors, vous avez encore d'autres projets qui, eux, sont plus liés à l'organisation. Et alors, l'organisation, qu'est-ce que ça englobe? Et ça englobe tout simplement des missions, d'audit, d'analyse de charge de travail, des audits structure, RH et donc ça peut être assez varié. Hem, Aménagement de process, donc révision de process, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les 3 grands,
orientations. Et alors j'ai encore d'autres collègues, mais alors pour le coup ça c'est pas moi qu'il faut interviewer, mais j'ai encore d'autres collègues qui sont spécialistes. Alors eux je vais dire dans l'aspect, compensation and benefits. Et qu'est-ce que ce mot-là veut dire tout simplement? C'est la construction, les modifications, entretiens de politique salariale. Donc là, on arrive vraiment dans une partie chiffrée avec des connaissances en législation sociale, tout simplement. OK, Ça, c'est merci. vraiment le scope large de ce que nous on fait. Et moi, voilà, je suis plutôt, orienté, comme vous l'avez compris, sur les assessments, sur aussi la partie classification de fonctions et aussi sur la partie organisation avec, par exemple, de l'étude de process. Donc c'est assez large, finalement. OK, merci. Alors, est-ce que vous pourriez décrire une journée type professionnelle? Oui. Hem, alors il faut savoir que quand on est consultant, on est, je dirais grosso modo environ, heu, 2 à 3 fois, voire peut-être même plus, mais en tout cas 2 à 3 fois semaine sur la route, en tout cas pour aller au bureau, mais aussi pour aller chez les clients. Tous les clients, ne souhaitent pas forcément qu'on travaille sur place, mais ça arrive aussi. Donc on doit parfois évidemment se déplacer vers les clients. On travaille alors, avec leurs équipes, en leurs locaux. On va aussi au bureau parce que c'est important d'avoir une dynamique propre de travail, même si on est consultant et qu'on est un peu éparpillé un peu partout. C'est important aussi qu'on puisse se retrouver. Donc on est aussi au bureau. Et alors on travaille aussi de chez nous parfois. C'était encore plus vrai avec le covid, mais de manière générale, bien avant ça, on travaille aussi de chez nous quand on doit par exemple faire ce qu'on appelle du travail desk, hein, donc du travail où on doit tout simplement rédiger des rapports, être au calme, se concentrer sur ce qu'on a fait et mettre ça sur papier finalement. Oui. Donc OK. ça c'est l'aspect, je vais dire, plus déplacement. Et donc une journée type, beh, ça va être par exemple me rendre sur place, faire le travail qu'on nous assigne. Donc ça peut être soit de l'assessment, des audits ou des interviews divers. Et alors après on rentre chez nous et on peut encore avoir des phases de concertation, de rédaction, des choses comme ça. OK, merci. Une question importante, c'est de savoir finalement pour ce métier, quelles sont les compétences nécessaires? Heu et je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas des compétences qui sont primordiales. Je pense, qu'il faut pouvoir être un bon communicant et je préciserais même être assez, être assez sûr de soi ou en tout cas, je veux dire l'exprimer de manière claire quoi. Donc on a des contacts avec tout un tas de gens. Ça peut parfois être des personnes, qui s'occupent des fonctions de responsable RH, parfois ça peut être des directeurs, ça peut parfois aussi être des gens en interne chez nous. Et tout ce petit monde-là, il interagit de manière différente et il faut pouvoir s'y adapter. Donc voilà, ça c'est une première chose. Je pense qu'il faut aussi avoir des intérêts assez développés. Si on est cloisonné sur, un type de mission et qu'on aurait une difficulté à sauter, vers une autre, un autre domaine, on pourrait se sentir peut-être en difficulté. Donc, des intérêts divers et je dirais quand même une bonne dose de d'orientation de résultats, quoi, hein. Ça, c'est important quand même qu'on obtienne, voilà, des des résultats satisfaisants et donc une réelle implication. Voilà. OK. Alors, ici, nous avons des étudiants futurs diplômés. Oui. Quels sont vos conseils de type insertion professionnelle, pour, bah, ces participants? Alors ils peuvent être, assez différents en fonction de ce que eux de ce que eux voient, ou aperçoivent pour leur propre, carrière évidemment. Mais une première chose que je dirais, c'est, qu'ils se questionnent sur ce que
eux entrevoient de leur carrière et donc, sans faire la promotion de quelconque, outil ou autre, je pense qu'ils peuvent facilement, se questionner via des voilà des petits questionnaires de personnalité ou via des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là, en se posant la question finalement: «Qu'est-ce que je veux devenir comme professionnel?» C'est assez important. On se rend compte, en tout cas ma propre expérience montre que beaucoup de professionnels, heu veulent d'abord avoir un job et c'est normal, hein. On sort de l'université, on a très vite envie de s'insérer et on prend, on va dire, le un des premiers jobs qui est disponible et qui nous veut bien aussi parce qu'on n'a pas énormément d'expérience, donc on fait pas trop les difficiles. Alors si ça, ce n'est pas grave du tout selon moi et que c'est important aussi de se nourrir de ce genre d'expérience, il est quand même important de savoir ce que l'on veut. Comment on voit les choses, quel type de fonction on veut, quel type d'environnement dans lequel on veut évoluer aussi, hein, est-ce que j'ai envie de travailler pour une entreprise privée, plutôt publique? Est-ce que le sens a une grande valeur pour moi? Ou est-ce que ce sont plutôt la dynamique de groupe? Donc toutes ces questions-là qui peuvent être, qui peuvent être, diverses et variées, je peux que conseiller aux étudiants de les questionner et d'essayer de trouver leur chemin là-dedans. Ça, c'est une chose. Donc vraiment, questionner leurs attentes. Alors, moi et je vais pas, je vais dire, je vais pas, vous embêter avec trop de détails, mais j'ai eu, je pense, une facilité à rentrer sur le monde du travail, car tout de suite après mes études à Lumons, j'ai tout simplement fait des cours, de néerlandais au Forum. J'ai vraiment fait ça pendant plusieurs mois, donc c'était assez laborieux, finalement, assez intense, parce que ça demandait de l'implication et du temps. Puis après, je suis encore allé, en Flandre faire un stage de 4 mois, donc c'était aussi très challengeant, heu, très difficile aussi, c'était pas simple, et j'ai continué des cours, encore en néerlandais, de manière privée et ça m'a ouvert quand même pas mal de portes, notamment, bah, voilà, mon job actuel, et donc si des je vais dire des étudiants se sentent, voilà, de pouvoir, améliorer leurs compétences en langue. Il y a pas que le néerlandais, mais évidemment en Belgique, c'est important. Je peux que les conseiller de faire ça et de faire confiance à ce genre de partenaires, bon voilà, moi c'était le Forum, mais il y en a peut-être d'autres encore. Je pense qu'ils peuvent être vecteurs de choses, assez intéressantes. Voilà, ce genre de choses et alors la dernière petit conseil que je pourrais leur donner, c'est d'oser finalement. D'oser, taper à des portes, de questionner les professionnels, avant d'aller, sur internet, si vous avez des personnes ressources, mais questionnez-les. Très souvent, c'est là qu'on a l'information la plus tangible et la plus vraie finalement. OK, merci pour toutes, ces infos et ces conseils. Avant peut-être de passer aux questions des participants, est-ce que vous souhaitez, rajouter quelque chose par rapport à l'interview, qu'on vient de faire? Oh, peut-être juste une petite chose, c'est quand je réfléchis, il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2016 donc j'ai encore la mémoire, la mémoire fraîche, mais quand je repense à ces moments qui étaient finalement, hem, assez questionnants, bon moi j'étais sorti de la faculté de psycho donc je m'orientais de prime abord plus vers une fonction de ce type-là quoi, hein, psychologue clinicien, relation d'aide, ce genre de choses. Hem, on peut parfois, se sentir, en besoin de s'améliorer parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de lacunes et je pense que, quand j'entendais mes réflexions, de l'époque et quand je vois ma propre réalité qui n'est jamais que la mienne, mais quand je vois ma réalité de travail, en fait, je nuance beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense qu'on doit être, fier de son parcours. L'université, de Mons,
je pense qu'on la met pas suffisamment en avant, en tout cas pas comme elle le mérite. Et ce que l'on voit, sur le marché de l'emploi, c'est qu'en fait, on n'a pas notre étiquette, UMONS ou une autre université. Les gens qui sont intéressés, qui sont professionnels, beh, le sont et se positionnent, comme cela. Et les autres, beh, voilà, ils le sont également. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi être confiant, de ce qu'on apprend à l'UMONS. Heu, Si je regarde dans le rétroviseur, ben, on avait quand même des intervenants intéressants. On avait des cours qui étaient quand même tout à fait valables et qui m'ont et voilà et qui nous ont permis finalement d'étayer, de construire, le ma réflexion générale. Et donc je pense que ce que votre bachelier ou votre master va vous apprendre, c'est à construire votre propre réflexion et votre propre approche. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui, une fois qui est acquis, est inestimable, quoi, hein. Donc voilà, ayez confiance en vous parce que finalement ça dépend beaucoup de ça. Ben oui, merci en tout cas pour, cette réflexion. Merci. Merci à vous. Alors, je vais laisser la parole, donc, aux participants. Donc, je vous le rappelle, soit vous levez la main et je vous donne la parole. Ben voilà, Madame Bill, vous pouvez, prendre la parole. Heu, Soit vous allumez votre caméra ou pas, ça c'est votre comme vous le souhaitez. En tout cas, votre micro, il faut évidemment l'allumer. Oui, bonjour, je l'ai allumé. Voilà, bonjour. Voilà, en fait, je me posais des questions à propos de vos formations après être sortie de l'UMONS parce que voilà, j'ai longtemps hésité, moi, au moment d'entrer en master entre la psychologie clinique et du travail. Finalement, j'ai pris la clinique en me disant qu'après, je pourrais faire un certificat universitaire pour compléter en psychologie du travail. C'est ce que je pense faire l'année prochaine, si j'ai le bonheur de terminer ici en juin. J'ai bon espoir, mais bon, voilà. Mais donc, je voulais savoir si pour vous, c'était un atout ou bien, enfin, j'entends que vous êtes clinicien aussi à la base. Oui. Est-ce que, enfin, vraiment, c'est quand même peut-être un plus ou est-ce que vous avez fait d'autres formations plus en psychologie du travail ou en ressources humaines pour compléter? Enfin, voilà, je me questionnais par rapport à ça. Oui. Alors, pour vous donner, une réponse claire, ce qui a été la porte d'entrée, dans les ressources humaines pour ma part, ça a été l'expérience et les langues, essentiellement. Donc il faut savoir que je suis passé via une agence intérim et je vous en ai pas plus parlé que ça parce que pour moi, ça a vraiment été, hem une révélation sur le fait que je n'avais pas ma place là-bas, mais néanmoins, ça a quand même été une expérience du recrutement. Donc ça, ajouté avec des compétences en langue que j'avais développées et quand même assez bien développées pour un pour un francophone, hein, je précise. Ça a permis d'accélérer finalement cette entrée en poste. Il faut savoir que, de manière générale, ce qui rassure énormément les employeurs sont les expériences. Alors, au tout début, vous en avez pas, ce qui est logique. Néanmoins, vous pouvez acquérir des expériences en stage et les meilleures, encore une fois, de ce que j'ai vu, les meilleures portes d'entrée, c'est par exemple avec des stages qui se font via encore une fois, le forum parce que voilà, moi je suis en Wallonie. Et voilà, si on est à Bruxelles ou autre, ça passe par d'autres organismes certainement. Et je pense que ces 2 vecteurs-là, donc les langues et encore une fois, je le répète, l'expérience m'ont permis de rentrer plus facilement dans les RH. Évidemment, une fois que j'ai été en poste, j'ai eu des formations internes liées aux ressources humaines et c'est quelque chose qu'il faut entretenir évidemment. Mais je pense et je vous réponds très concrètement par rapport à votre question, sur le certificat. Je pense que, au plus vous montrez, à votre employeur que vous allez au-delà de l'intention et que vous concrétisez, votre approche par quelque chose de concret, à savoir un certificat, au mieux évidemment. Donc je pense que ça doit pas vous empêcher de déjà vous positionner sur des fonctions RH si jamais c'est votre choix. Mais évidemment,
il faut lier ça à l'intention, il faut lier l'action à l'intention et si vous pensez que par rapport à votre bagage, vous avez vraiment besoin de ces choses-là, je vous conseille de le faire et je pense que pour un psychologue clinicien, c'est important de compléter sa formation par des aspects plutôt, je vais dire théoriques, si jamais vous vous dirigez vers la RH effectivement, ouais. D'accord, merci beaucoup. Et donc, vous pensez, selon vous, qu'il y a encore moyen, en ayant quand même une formation de base plus clinicienne, que le certificat, parce que bon, le certificat, en fait, il y a moins d'heures de cours finalement. Est-ce que c'est quand même malgré tout, est-ce que ça compte en fait pour les employeurs? Est-ce que c'est quand même finalement quelque chose, une formation un petit plus qui est reconnue? Ou bien ils se disent, bah non, elle n'a pas fait tout le master en psychologie du travail, voilà, enfin voilà, c'est ça ma question en fait. Parce que Encore, oui, oui. le certificat, en fait, apparemment, je pense Mmh. que maintenant, ce n'est plus en 2 ans, c'est en une. Mais donc, il y a 30 crédits au lieu de 60. Il y a quand même malgré tout un stage. Mais voilà, je me demandais si ça avait quand même valeur ou si plutôt il préconisait vraiment quelqu'un qui avait fait ses 2 ans de master en psychologie du travail dans le milieu des ressources humaines. Alors, enfin, la réponse est dans la question. Effectivement, vous pouvez vous imaginer que par rapport à quelqu'un qui a fait un master, si jamais le recruteur voit 2 masters sur le CV, il y a fort à parier que ce sera ce CV-là qui sera retenu. En revanche, si avec ce certificat, vous avez une expérience de stage qui est probante et qui est signifiante avec, je sais pas, j'imagine quelque chose comme 3 mois au moins, c'est déjà quelque chose. Ce que je, ce que je dois vous préciser, c'est que, au-delà des diplômes, il y a finalement votre cohérence en tant que professionnel. Donc, pour des jobs d'entrée, vous allez avoir un peu vous allez avoir 2 choses, qui vont être assez marquées. Vous allez avoir les entreprises qui recrutent et qui, je veux dire, ont des critères qui sont relativement ouverts et vous avez d'autres entreprises qui sont déjà un petit peu plus sélectives dans leur manière de vous approcher. Je pense que de manière générale, c'est la congruence de votre approche qui va faire, mouche ou pas. Votre background de clinicienne, évidemment, il part pas premier par rapport à un job de RH, mais il est pas non plus, handicapant. Ça, c'est vraiment, un point que je veux vous signaler, c'est que, heu, v si vos choix en tant que professionnel, donc vos choix de formation, vos choix de parcours professionnel, donc en clair vos jobs, heu, tous ces choix-là, ils doivent à un moment donné former une histoire et c'est ça que le recruteur va mettre en challenge, si vous voulez. Si l'histoire semble un petit peu décousue, un petit peu un petit peu mise, comme ça de travers pour que ça forme quelque chose d'à peu près bon, par rapport à l'interview, ça va se sentir très fort. Si vous parvenez à expliquer que vous avez de réelles attentes, que vous avez de réels intérêts et que vous voulez prouver avec de la formation, que ce soit un certificat ou un master et avec je veux dire de l'expérience, ça va faire mouche quoi, hein. Je veux dire, c'est tout à fait en ligne et à ce moment-là, le recruteur, il a beaucoup moins de raisons de mettre en doute votre candidature. Mais, je ne sais pas si si je réponds, spécifiquement à votre question et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me recadrer. Si, si, merci. C'est parce qu'en fait aussi, donc je suis adulte en reprise d'études. J'étais auparavant enseignante pendant 22 ans. Et donc, en fait, finalement, rien trop à voir aussi. Donc, ça dépend, en fait, ce que vous appelez par cohérence dans l'histoire. Je passe d'enseignant, enfin, pas, rien trop à voir. Oui et non, mais enfin, quand même. Donc, en tout cas, pas trop avec les ressources humaines, à moins de postuler dans un domaine, par exemple, les livres scolaires ou quoi. Mais je veux dire, Ou voilà. la formation. Ah oui. Ouais, je veux dire, les RH, vous avez effectivement l'aspect, administration RH, donc les aspects de paye, législation sociale, construction de politique, de règlement de travail, ce genre de choses. Vous avez l'aspect de recrutement, sélection. Vous avez d'autres choses encore, liées à la rétention, des aspects de succession planning, donc comment on voit le renouvellement
des ressources humaines avec l'avancée en âge et avec le temps. Donc vous avez énormément de choses et alors la manière un peu un peu peut-être théorique dont on sépare, les ressources humaines, c'est l'aspect soft et l'aspect hard. Alors l'aspect hard, vous allez assez vite comprendre, c'est l'aspect finalement qui touche, aux aspects que je pourrais appeler peut-être plus financier, plus tangible, plus lié, je vais dire, à la rationalité de manière générale, hein. Et alors l'aspect soft, beh, c'est plutôt le recrutement, la formation, le coaching, des choses comme ça. Donc, bon, effectivement, vous faites un virage dans votre carrière, mais je pense que enfin, si la motivation est intrinsèque et peut être explicable, je veux dire, vous avez au jour d'aujourd'hui beaucoup moins de freins par rapport à ça. C'était peut-être plus vrai, il y a 10, je dirais peut-être même 20 ans. On faisait sa carrière, dans le même secteur et si on avait un couac, dans le dans le trajet, c'était ennuyant. Aujourd'hui, bon, ben, on accepte plus des reconversions et c'est tant mieux. Donc voilà, je pense que vous avez un profil qui est le vôtre, mais encore une fois, qui ne doit pas être vu comme un boulet qu'on traîne, mais quelque chose que l'on peut mettre en avant de diverses manières, possibles. Ça va, merci. D'autant plus que c'est vrai que je n'ai pas quitté l'enseignement du tout sur une note négative. C'était vraiment l'envie d'apprendre autre chose et de. Mmh. Donc c'est vraiment pas. Il n'y a pas eu vraiment de souci. Il y a pas. Enfin non, même pas du tout d'ailleurs. Il n'y a pas eu de souci et donc voilà. Mais je m'intéresse également beaucoup à tout ce qui est management, entrepreneuriat. Donc je veux dire, je suis prête à me former là-dedans aussi. Et je sais qu'il y a des cursus dans ce sens à Tout à l'UMON, fait, tout notamment à fait. l'entrepreneuriat. Donc voilà, enfin ça, apprendre, c'est vraiment quelque chose donc voilà, ça je peux mettre en avant aussi cette envie de toujours apprendre. Donc ben voilà, merci de cet éclairage. Ça me laisse entrevoir en fait des perspectives et une certaine voilà, qu'en fait c'est possible de déjà Bien sûr. postuler. Mais vous pensez qu'il est plus judicieux d'attendre d'avoir fait cette année de certificat, ou bien même ici par exemple en sortant de clinique, je pourrais déjà éventuellement peut-être postuler. Alors, mon master à l'époque avait suffi pour rentrer dans cette fameuse agence intérim. Vous l'avez compris, je ne suis pas un opposant à l'intérim, hein, je veux bien être clair par rapport à ça. Mais je veux dire, mon seul master avait suffi. Donc à l'époque, j'avais su intégrer cette entreprise. Hem, D'autres entreprises, qui demandent une plus grande, expérience, refusaient mon CV et je vais dire, et je le comprends. On sort de l'université, tout est à apprendre et donc voilà, c'est compréhensible d'une certaine manière. Hem Je dirais que si vous êtes sûr à 100 que vous voulez vous orienter vers la RH, mais je pense que ce n'est pas sot d'aller de l'avant avec ce certificat. Si vous voulez, voilà, encore voir, peut-être les différents horizons, beh, là, à ce moment-là, vous pouvez essayer de postuler. Mais si c'est assez clair pour vous que c'est vers les ressources humaines que vous voulez vous orienter, je pense que c'est une bonne idée d'aller de l'avant avec le certificat. Et alors je complète, ce que vous avez dit qui est effectivement très juste, c'est que pour avoir eu des collègues et amis qui ont complété leur formation avec d'autres diplômes en management, ça a une vraie plus-value pour le monde de l'entreprise. Donc si vous souhaitez rentrer dans une entreprise, progresser, c'est vrai que vraisemblablement, il va y avoir, des connaissances en management qui vont être des prérequis, en fait. Mhm. Ah oui, et je voulais aussi compléter par des connaissances en santé du travail, en clinique du travail. Il y a ça aussi, donc il y a certains cours là-dessus dans le cursus de psychologie du travail. Ça me paraît Mmh. également, enfin voilà, ça complète bien, je pense, le management et oui, voilà, les ressources humaines. Je pense que c'est voilà, donc Bien sûr. c'est le but. Bien sûr. Bah, écoutez, je vous souhaite le plus grand succès. Merci. Ben, merci pour vos réponses en tout cas. C'est avec plaisir. Alors, je vais peut-être me tourner vers Monsieur De Simone ou Madame Attissi, s'ils souhaitent poser une question.
soit en levant la main, soit via le fil de conversation de la réunion. Et si vous n'en avez aucune, vous pouvez aussi le noter dans le fil de conversation, comme ça, voilà. Et moi, ce qui, peut-être en attendant de voir s'il y a d'autres questions, ce qui était intéressant aussi dans votre métier et votre profil, c'est que beaucoup d'étudiants finalement font des études dans un certain domaine et puis pensent parfois qu'ils sont bloqués à ce domaine-là. On va dire, voilà, en psychologie clinique, je ne peux faire que psychologue clinique. Or, c'est pas vrai. Il y a différentes possibilités qui sont ouvertes. Tout dépend évidemment de la motivation et de l'intérêt qu'on porte à un autre métier. Et voilà, je voulais aussi, je crois que vous l'avez dit, je pense que un master, quel qu'il soit, ça nous donne surtout une manière de réfléchir, un esprit critique, un esprit logique, une certaine manière aussi d'avancer vers un objectif. Et donc, à partir du moment où on a un master, je pense que si on a la motivation derrière, on peut arriver à faire le métier qu'on souhaite. Est-ce que vous confirmez ce que je dis? Oui, donc je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'un master, en fait, ça c'est une vision très personnelle, mais en ce qui me concerne, un master, c'est un niveau d'enseignement qui vous permet d'atteindre certains types de réflexion. Alors, c'est pas parce qu'on a le master qu'on a acquis le plus haut niveau évidemment, mais ça vous donne déjà un niveau de compréhension sur certains problèmes, sur certaines matières et donc c'est de ça dont il est question ici. C'est, quand on translate ce niveau de réflexion sur une question qui est personnelle et qui est celle: «Comment je m'oriente?», c'est aussi de pouvoir se dire: voilà, je comprends que j'ai un niveau master, je vais certainement devoir passer par d'autres choses, d'autres stages, même si je suis universitaire. Ça demande une position, humble, une position basse, mais pour derrière, en fait, gagner là-dessus et sur cette expérience et pouvoir capitaliser là-dessus et aller de l'avant. Donc je suis assez d'accord avec ça et oui, non, je pense que le master en soi est encore une fois un niveau d'accès à certains types de fonctions. Mais alors après ce que l'on voit et ça c'est très dépendant du secteur dans lequel on évolue, c'est qu'on on peut avoir envie de gravir les échelons et d'aller encore plus loin, de réaliser des activités encore plus complexes, discuter sur des questions, plus pointues, plus larges et là, ceux qui parviendront à aller dans cette voie-là seront ceux qui continueront de manière générale à alimenter leur réflexion. Alors là, ce sera soit par l'expérience, et ou avec de la formation continue, mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'arrête jamais finalement donc un master, c'est quelque chose d'important à acquérir, mais derrière on n'arrête jamais quoi, on n'arrête jamais de devoir se former parfois, sur des petites choses ponctuelles et qui durent quelques jours et parfois c'est en reprenant des formations, plus longues, type continu, hein, formation continue, ce genre de choses quoi. Je pense que c'est ça qui différencie les gens qui ont un master et sans encore une fois faire de différence, avec les gens qui n'ont pas de master encore une fois, mais ce sont ce type de profils qui vont aller plus loin et ceux qui ont besoin de plus que le travail, je veux dire de base qu'on leur donne, voilà, ceux qui veulent aller plus loin vont continuer à alimenter ça. Ok, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Ah, j'ai Je vois que Madame Bill a une question. Allez-y, vous pouvez y aller. Si ce n'est pas abusé, je ne sais pas. Non, pas de souci. J'entends que voilà, votre expérience dans une agence de recrutement vous a plu bof, voilà, mais que vous en avez encore maintenant ici, si j'ai bien compris, dans le cadre de votre fonction ici, vous avez encore un volet recrutement. Je voulais savoir du coup ce qui est différent. Est-ce que c'était parce que c'était noyé parmi d'autres tâches ou bien parce qu'il y avait des manières vraiment radicalement différentes de recruter en fait?
Votre question est pertinente parce que, il y a un peu de tout. Alors, la première expérience qui a été la mienne, n'a pas rencontré mes attentes tout simplement parce que, je suis j'ai pas le profil d'un recruteur, à aucun niveau. Hem, je c'est quelque chose, enfin, il faut apprécier travailler avec, une certaine urgence, ce qui est un peu moins mon cas. Hem on est vraiment, drivé, donc vraiment, poussé à rencontrer les objectifs. Encore une fois, ça c'est important, mais c'est vrai que comme vous le dites, quand on est un petit peu quand on est un peu noyé, beh, c'est des choses qui sont un petit peu moins agréables et je vais dire de manière générale, beh, voilà, le recrutement, c'est une porte d'entrée dans les RH, mais ça a pas j'ai pas voulu aller plus loin dans ce dans cette orientation RH. J'avais d'autres ambitions. J'avais toujours envie de continuer à garder finalement la plus-value de mon diplôme et un assessment, ben, vous l'avez bien compris, je pense, c'est que c'est effectivement l'évaluation de compétences de professionnels. Alors on peut voir ça avec une lunette purement RH, mais moi je la vois aussi avec mes lunettes de psychologue évidemment. Donc, j'estime continuer à utiliser des réflexes de psychologue dans ce volet-là, si vous voulez. Et ce que je fais effectivement actuellement, c'est réaliser des assessment centers et ça c'est quand je disais que c'était le dernier maillon de la chaîne du recrutement, c'est que alors, tous les recrutements ne font pas forcément recours à des assessments, mais l'assessment vient quasiment en dernier lieu, quoi, hein. Ce qui suit l'assessment généralement, c'est un go ou un no go et une proposition salariale. Donc, ça vient quand même à la fin de la chaîne du recrutement. Donc oui, je travaille dans ce large process qui est le recrutement, mais je suis pas celui qui recherche le profil, qui, l'interview une première fois pour voir si, ça pourrait correspondre au niveau salarial, au niveau des attentes. Moi, je suis celui qui arrive et qui, sur base d'une liste de compétences, sur base d'un ce qu'on appelle nous une matrice de compétences et qui évalue tout simplement l'adéquation de la personne, donc du professionnel que j'ai devant moi, par rapport à ses compétences et cela, on le fait via différents examens, différentes mises en contexte, des jeux de rôle, ce qu'on appelle des business cases, des interviews et c'est grâce à ces différentes épreuves qu'on se forge un avis et qu'on doit le retransmettre après à nos clients. Ça, c'est là que j'interviens. Donc c'est à la fin du processus de recrutement, mais effectivement, pas en tant que recruteur. Ah oui, d'accord, donc ça vous enlève quand même un peu le stress de l'urgence, j'imagine? Parce que moi Disons que le recruteur, effectivement, a des KPIs, qui sont très souvent, ambitieux. On D'ailleurs, c'est très souvent pour cela qu'on fait appel à des recruteurs. C'est que si on fait appel à un recruteur, c'est que, par essence, la fonction est pas très facile à trouver et donc, beh, lui doit un petit peu, rechercher dans les méandres de LinkedIn, et les différents autres job boards, les professionnels qui vont pouvoir correspondre à son besoin et plus particulièrement aux besoins du client ou son besoin interne et donc oui, lui effectivement, il est dans une urgence plus ou moins quand même assez plus ou moins grande et donc moi j'arrive dans un process vraiment en fin de ligne et où je suis moi beaucoup plus confortable que lui, hein, en effet. d'accord, et pour apprendre à animer ces jeux de rôle de maîtriser ces outils, déjà de savoir quels outils utiliser, vous avez donc suivi des formations en rentrant dans cette, entreprise? Oui, c'était plus interne effectivement. Donc là, à ma connaissance, j'ai jamais vu en tout cas, des formations de ce type-là. Et effectivement, c'est plus je veux dire l'expérience ici qui permet d'arriver à ce genre de choses. Je veux dire, nous, on fonctionne effectivement par des formations qui sont données en interne, mais aussi par un accompagnement, quoi, hein. Donc, quand j'étais, tout jeune, consultant et j'ai accompagné des gens spécialisés dans ce domaine-là et donc c'est avec leur accompagnement et finalement leur retour d'expérience et nos concertations qui sont assez nombreuses qu'on arrive à se construire finalement ces différents, schémas, ces grilles de lecture en fait, c'est vraiment ça
Et oui, c'est quelque chose qui est quand même assez lié au secteur. Mais encore une fois, c'est en rentrant un petit peu très rapidement par la porte du recrutement que j'ai approché cette entreprise et que ça a matché, quoi. Mais donc oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention, pour les réponses à toutes nos questions. Avec plaisir. Je vous remercie. Et puis, je remercie aussi les participants. Et donc, je vais clôturer cette interview. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.